Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Culture Soccer, un podcast un peu spécial. Bon, aujourd'hui, nous sommes comme d'habitude avec Adi Raphaël. Comment ça va, Adi? Ça va et toi, Antoine? Très excité de ce podcast-là. On a un invité de grande marque. Ouais, voilà. Donc, on a un invité avec nous, chers auditeurs. C'est Chris Mavinga, le défenseur central du Toronto FC. Comment ça va, Chris? Ça va très bien, merci. En tout cas, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et voilà, je suis là, je suis présent. On est très heureux de t'avoir parce que je suis dans une des meilleures franchises de MLS. Et puis, bon, on va pas forcément se concentrer aujourd'hui sur ton parcours en Europe, puisqu'on est plus un podcast sur le soccer nord-américain. Mais très rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, formé au Paris Saint-Germain, tu es parti jeune à Liverpool, tu es passé aussi cadre au Stade Rennais, tu as eu une expérience russe au Rubin Kazan, puis plusieurs prêts en France à Reims, 3. Tu étais en équipe de France Espoir, international congolais aussi, mais on en reviendra un peu plus tard. Mais surtout, ce qui fait que tu es dans ce podcast, c'est que tu rejoins la MLS en 2007, au tout début de l'année, pour un contrat de 3 ans, il me semble, à l'époque, mais tu l'as prolongé l'année dernière. Donc on va parler surtout de ta carrière au Canada et à Toronto. Et en commençant avec cette question, tu sortais d'une saison un peu compliquée à 3, enfin pour le club en général. Est-ce que c'était difficile pour toi en tant que défenseur de trouver un nouveau club plus dur que quand tu étais offensif? Est-ce que ça t'a posé problème et c'était une raison pour laquelle tu es parti en MLS? Non, pas du tout, pas du tout. Le choix de l'MLS s'est fait en fait assez naturellement. Je sortais effectivement d'un prêt compliqué à 3, mais j'étais prêté par le Rubin Kazan. Et après, en fait, en rentrant au Rubin Kazan, j'ai passé 6 mois sans jouer et j'avais encore des touches parce que j'étais libre. Mais j'avais un choix de vie, en fait. C'était plus un choix de vie un choix, on va dire, sportif. Et je pensais que voilà, j'allais trouver une meilleure vie en jouant en MLS. Et c'est ce que j'ai trouvé ici. Et je suis très content d'être ici. Parfait. Puis après, tu reçois une offre, donc, bien évidemment, de Toronto, comme tu l'as dit. Déjà, est-ce que tu savais, parce que je sais qu'en Europe, c'est pas très connu, la MLS, en tout cas, dans ce temps-là, même en 2017, tu savais déjà qu'il y avait des équipes canadiennes dans la MLS. C'était un peu étonné. C'est quoi Toronto? On est où? Ou bien, non, tu t'y connaissais un peu quand même? Non, franchement, pas du tout. C'est vrai que pour être honnête avec vous, je vais vers mon agent, je lui dis que j'ai envie de jouer en MLS. Comme tout, on va dire, personne venant d'Europe ou de l'Occident, je lui dis, je vais New York, Los Angeles, voilà, les villes un peu bling-bling, quoi, du Nord-Amérique. En fait, il avait un collaborateur qui connaît un peu plus la MLS et qui dit que il y a Toronto qui cherche un profil de ton poste, qui est un joueur qui peut jouer défenseur central et qui est gaucher tout de suite. Et je lui dis Toronto, je connaissais pas et je lui dis pourquoi pas en fait, mais non. Et en fait, je savais que Toronto l'année d'avant avait fait en 2016 avait fait la finale des playoffs. Donc, je me suis dit, déjà, c'est sûr que c'est une très bonne équipe. Et je me dis, ouais, non, vas-y, je suis d'accord pour tenter à Toronto. Et en fait, en appelant Toronto, ils ont dit oui, que mon profil les intéressait et que, voilà, que ça s'est fait après assez rapidement. Ouais, c'est marrant, on allait te demander justement si les villes de Los Angeles ou de New York c'était forcément plus attractif pour toi, vu que c'est plus connu en Europe. Mais quand tu reçois une offre comme celle de Toronto, enfin en plus c'est toi qui as un peu appelé la MLS, enfin tu as essayé d'aller à la MLS, est-ce que comment tu l'as jugé pour décider de partir là-bas et pas de continuer en France? Est-ce qu'il y a un gros choix, c'est un gros choix sportif quand même, parce que le retour en Europe est plus compliqué? Non, ouais, c'est vrai que à ce moment-là, non, j'étais vraiment décidé de quitter, de voir quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, la MLS s'offrait bien à moi. Et en plus, je voulais quelque chose, une culture un peu anglophone. J'aime bien cette culture-là, le fait de pouvoir parler anglais. Voilà, j'ai envie de changer complètement de vie. Et voilà, Toronto est arrivé au super bon moment. J'ai la chance qu'ils cherchaient un joueur à mon poste, de mon profil. Donc, en fait, tout s'est fait assez rapidement en termes de contact avec le club. Et aujourd'hui, je peux te dire honnêtement, aujourd'hui, je ne regrette pas. Après avoir fait aujourd'hui plusieurs années aujourd'hui en MLS, je ne regrette pas d'avoir fait le choix d'aller à Toronto.
Parfait. Et puis en MLS, on parle souvent de l'instabilité des contrats, de leur durée parfois courte, du fait que des joueurs peuvent être échangés sans avoir spécialement l'avis et la permission du joueur, par exemple. Est-ce que déjà tu penses quoi de cette pression supplémentaire toi-même en tant que Chris Mavinga, mais aussi tu penses est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait hésiter avant de signer ton contrat? Est-ce que tu étais au courant déjà de ça, qu'il peut y avoir un échange du jour au lendemain, puis on te dit, fais tes valises, t'es échangé à Columbus, par exemple? Oui, c'est vrai que moi j'étais un peu au courant parce que je suis un peu la NBA, donc les histoires de trade et tout, je suis assez au courant, mais ça me faisait pas peur. De toute façon, c'était aussi un challenge, c'est aussi le fait de pouvoir se faire challenger en étant ici parce qu'on pense toujours qu'en arrivant en MLS, c'est les vacances. Non, il faut être performant parce que si t'es pas performant, voilà, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. Si t'es bien dans un club, t'as pas envie d'être tradé. Donc si tu veux pas être tradé, il faut être performant sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait que je suis performant aujourd'hui sur le terrain, c'est de toujours donner le maximum pour pas avoir à faire à ces choses-là. Et quand tu es arrivé à Toronto, ouais, tu partais pas, enfin, tu étais performant, mais tu partais pas forcément titulaire parce qu'il y avait eu de Mm. gros noms quand même, Drew Moore, Justin Morrow, Ashton Morgan, Zavaleta ou le jeune Nicolas Glun à l'époque qui était encore là-bas. Donc il y avait de la concurrence. Est-ce que tu pensais que tu allais te faire une place aussi vite, même si tu le disais, il cherchait un défenseur gaucher? Honnêtement, je suis arrivé, c'est vrai que l'équipe elle était en place. Franchement, je me suis dit comment je vais faire pour rentrer dans cette équipe. Et en plus, moi, j'ai eu un début très, 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 très difficile. En fait, mon premier match, j'étais passé à travers complètement. Donc, après l'équipe et après les circonstances du foot, hein, des blessures par-ci par-là, et tu rentres dans ta chance et après, il faut la saisir. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que on m'a redonné ma chance. Ça n'a pas été simple, mais voilà, j'ai travaillé pour et je savais que je pouvais amener cette expérience-là, mon vécu en tout cas de ma carrière dans cette équipe et c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de trouver de la stabilité ici. D'accord. Et puis finalement, tu as joué quand même 34 matchs et tu as été titulaire malgré tes débuts un peu difficiles. Et puis cette année, c'était l'année incroyable où vous avez fait le triplé, le championnat canadien, la Voyageurs Cup, la MLS Cup et même le Supporters Shield. Est-ce que tu savais qu'en signant avec Altidore, Bradley, Jovinko, Vasquez, tu arrivais dans ce qui était finalement, c'est qui était dans le temps une des meilleures équipes de tous les temps de la MLS. Est-ce que tu t'attendais à autant de succès à arriver là? Non, je ne m'attendais pas à autant de succès. C'est vrai que je savais qu'il y avait des bons joueurs, des bonnes individualités, mais après, quand il y a des bons individualités, il faut savoir aussi les faire jouer ensemble. Et je pense que le coach cette année-là a vraiment réussi à faire le travail pour que tout le monde soit à la même page, au même moment, à chaque fois sur le terrain. Et c'est pour ça que voilà, cette saison-là, elle est exceptionnelle. Mais après, comme je dis, j'ai un début compliqué, mais quand on regarde le début de saison en termes collectifs, on n'a pas été bon non plus. On n'était pas encore. En fait, on a réussi à gagner, on va dire, à partir du mois de mai, vers la mi-saison. C'est là qu'on a commencé notre saison et on a enchaîné. Mais au début, on ne peut pas se dire que bon, on va faire une saison exceptionnelle. Ça c'est clair. Hmm. Mais bon, aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance, on l'a fait et c'était mérité cette saison-là. Ouais, au final, très bonne saison, comme tu l'as dit. Vous avez même battu plusieurs records. Mais quel est le trophée qui a le plus touché toi en tant que joueur? Est-ce que c'est plus le Supporter Shield, qui est donc l'équivalent du championnat sur toute la saison, ou la MLS Cup à la fin des playoffs? Franchement, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui vient d'Europe, hein. Pour moi, le Supporter Shield, c'est beaucoup plus difficile en termes de le gagner, en tout cas. Parce que voilà, c'est une saison qui est très longue, le championnat est très dur. Il y a les voyages qui sont longs, il y a tout ça. Et pour moi, le supportership, pour moi, c'est pour moi le meilleur trophée parce que c'était difficile. Et en plus, on faisait juste de faire un record à cette année-là. Après, l'MLS Cup, c'est différent. C'est des matchs différents. Et après, en plus, c'est aussi difficile, mais on se dit que, ouais, comme je dis, on peut se faire carotte à la dernière minute, on fait une bonne saison régulière et au final, l'équipe qui termine sixième, elle peut te sortir de la MLS Cup, ça peut être frustrant, même si ça n'a pas été le cas pour moi. Mais non, moi je préfère plus la supportership, en tout cas. Parce que tu as joué toutes les équipes et tu les as battues. C'est tout, c'est tout.
Et durant cette année, bon, on a parlé de tous les trophées que vous avez récoltés. Est-ce qu'il y a un joueur qui était un peu plus dans l'ombre? On a beaucoup parlé du quatuor Altidore, Jovinko, Vasquez, Bradley durant cette année-là. Mais est-ce qu'il y a un des joueurs, à part toi, bien évidemment, que tu aimerais, que tu sortirais un peu du lot, que tu dirais que c'est vraiment un joueur qui nous a beaucoup apporté? Par exemple, moi, personnellement, je pense à Benoît Chérou, qui a été quand même quelqu'un d'assez important dans cette conquête de tous ces titres-là. Ouais, dans cette saison-là, en tout cas, si je parle de 2017, c'est vrai que moi, je pense que c'est l'effectif. L'effectif, franchement, tout le monde a tout donné et c'était des jeux importants. Mais si je dois sortir un joueur, je pense que Justin Moreau, il fait aussi une grosse saison sur cette année-là. Ouais. Il marque 10 buts, je crois, ou une dizaine de buts en étant latéral gauche. Donc voilà, il finit aussi dans l'équipe type de la saison, je crois, si je me rappelle bien, ouais. Et je pense que c'est aussi le joueur qui a fait aussi une différence parce que marquer 10 buts dans une saison pour un latéral gauche, c'est quand même énorme. Et il l'a fait, et franchement, ça a été très bon pour nous. Et après, par contre, à la fin de la saison 2017, par contre, toi, tu es signé par Toronto pour 2018, mais la saison est un peu plus galère, il y a peu de départs, donc Benoît Chérou qui part en retraite, il y a Edwards et Haglund qui partent, et il y a des grosses recrues à l'intersaison, notamment Grégory Vanderville, que nos éditeurs connaissent sûrement pour son passé parisien, et puis Agar Aketse. À ce moment-là, en débutant cette année 2018, est-ce que vous voyez un peu comme les favoris de cette MLS, vu que l'effectif sur le papier s'était renforcé quand même? Oui, effectivement, on voulait continuer en tout cas la lancée. Ils avaient fait 2016 la finale de playoff, 2017 on gagne la finale des MLS Cup. Donc forcément en 2018 les objectifs ils sont encore plus hauts. On veut encore tout gagner, on veut encore tout faire en sorte que. Et là on a la Champions League aussi en plus qui se rajoute, donc on veut tout gagner encore à nouveau et malheureusement c'était plutôt une saison compliquée. Ouais, effectivement, et tu l'as dit, une saison compliquée où vous terminez finalement 9e de la conférence Est, malgré une saison record en 2017. Bon, il y a eu quand même de bonnes choses, dont Jovinko qui a marqué 18 buts, Josie Altidore qui en a marqué 13, Bradley a fait une bonne saison même s'il a été un peu blessé, et puis Vasquez est souvent blessé. C'est quoi qui vous a manqué en 2018 pour que vous puissiez suivre ça? Après, bon, on sait que Aketse et Vanderville, finalement, ils n'ont pas amené cette dimension supplémentaire dont l'équipe s'attendait. Mais bon, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Toronto, à part les blessures, bien évidemment? Moi, je pense que c'est que les blessures, parce que. C'est que les blessures. Ouais, voilà, parce que en fait, ce qui se passe, le problème qu'on a eu, en tout cas, moi aussi j'ai fait partie de ce problème-là, c'est que on reprend la saison au mois de janvier. On a fini les playoffs le 10 décembre. On a fait la finale de MLS Cup le 9 décembre. Et on reprend mi-janvier. Donc on a un mois, 6 semaines de vacances. Puis on a la préparation pendant à peu près un mois et demi de préparation. Et on a la Champions League qui commence en fin février. La Champions League, c'est des matchs à très 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 haute intensité. Ça fait qu'on joue contre des équipes mexicaines qui, eux, sont en mi-saison ou en tout cas préparées, et nous, on est en début de saison. Et on nous demandait de jouer contre les Tigres, le Club América ou Chivas Guadalajara avec un tempo super élevé. On l'a fait, on est allé jusqu'à la finale. Malheureusement, on a perdu au penalty. Mais c'est pour vous dire que le fait d'avoir commencé la saison avec des rythmes de finale directement en étant en début de saison physiquement, ça nous a, on va dire, mis en sur-régime pour la saison. Donc en fait, dès qu'on arrive pour la saison, les matchs ont commencé à s'enchaîner et on a eu beaucoup de problèmes musculaires par-ci par-là. Et dans la MLS, comme partout ailleurs, quand tu ne peux pas mettre tes meilleurs éléments sur le terrain, c'est toujours compliqué. Et donc ça a été le cas pour nous cette saison. Quand c'était pas moi, c'était un autre. Quand c'était pas un autre, c'était l'autre. C'était super compliqué. Et après, en plus, avec le fait qu'aujourd'hui, on était les favoris, on voulait faire les meilleures choses. Moi, j'ai eu des problèmes à l'ischio-jambier. Le staff médical, le staff technique voulait me pousser pour que je sois sur le terrain absolument. Donc, des fois, je rentrais, je faisais 2-3 matchs et je retombais, je rechutais directement. Donc, c'était pour moi une
pour moi, je pense aussi pour le club, une saison très, très compliquée. Et voilà, aujourd'hui, ça reste quand même un jeune club. Donc, on apprend et le club apprend. Et aujourd'hui, voilà, on sait que l'année prochaine, comment on va mieux préparer les choses, faire en sorte qu'aujourd'hui, on soit mieux dans la saison, quoi. On soit mieux pour la Champions League, parce que la Champions League reste quand même un trophée qu'on veut avoir et être mieux dans la saison. Parce qu'on ne peut pas tout donner en Champions League et ne pas être bon dans le championnat, ou l'inverse. On veut vraiment être maintenant, aujourd'hui, cette année, on n'a pas très bien figuré en Champions League. Là, on est en course pour les playoffs. Pour l'instant, on est dans les objectifs. Mais les vrais objectifs du club, un club comme Toronto, c'est d'être bon en Champions League et bon pendant la saison. Et aujourd'hui, voilà, le club apprend et on espère que ça va le faire. Mais pour revenir à cette Champions League, vous l'avez vraiment touché les doigts avec des victoires, comme tu disais, face à l'América et Tigres, une finale un peu folle contre Chivas. Quel est ton meilleur souvenir de cette compétition? C'est les stades pleins avec l'ambiance mexicaine, c'est les adversaires connus. C'est quoi qui t'a marqué dans cette CONCACAF Champions League? Moi, c'est le match qui m'a marqué, c'était le match Tigres aller-retour. Le match contre, déjà même à domicile contre l'équipe à Gignac. Franchement, on perd 1-0, on arrive à gagner 2-1. Et chez eux, malgré qu'on perd, on arrive à leur marquer 3 buts dans leur stade. Franchement, c'était un match exceptionnel, avec une ambiance incroyable. Et ça, c'est des ambiances que tu as envie de jouer encore à nouveau. Donc, forcément, voilà, même en étant à Toronto, on a la Champions League. Nous, l'objectif, c'est de retourner pour jouer ces matchs-là. Et en plus, c'est de l'expérience prise. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de pouvoir rejouer ces matchs-là. Et cette séance de tir au but face aux Chivas de Guadalajara, est-ce qu'elle te hante encore? Est-ce que tu y penses encore? Est-ce que ça fait partie des regrets un peu de cette courte carrière encore à Toronto? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, mais vraiment marqué? Ouais, mais moi, c'est même pas les tirs au but, parce que les tirs au but, c'est 50-50. Moi, dans cette finale, il y a une action qui me hante la tête. C'est l'action sur la dernière minute. On a Jovinko qui centre pour Delgado, qui a 6 mètres. 6 mètres, franchement, je peux pas, même plus proche. Et il l'a mis au-dessus. Et je me dis, s'il met cette action-là aujourd'hui, des fois, on charrie, on le chante encore aujourd'hui. C'est pour dire. C'est pour ça que j'ai pas honte de le dire maintenant à l'interview. C'est parce qu'on le chante, on lui dit, tu nous mets ce ballon-là au fond, tu le cadres, c'est même pas, t'as besoin tu le cadres, on a le trophée. Mais au final, voilà, on ne cadre pas, donc après, les pénaltys, c'est les pénaltys, vous savez, il n'y a pas de favori dans les pénaltys. Donc, c'est dommage, mais cette action-là, c'est vrai qu'elle me montre, parce que je me dis, ça aurait fait un trophée de plus, et je voudrais tout gagner à l'espace de 2 ans. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez déjà fait un triplé qui est pas mauvais en 2017. Et cette saison, il y a eu pas mal de changements. Des arrivées, Terence Boyd, Laurent Simon, Marc Gonzalez, Nick DeLeon, Patrick Mullins, surtout Alejandro Pozuelo. Récemment, Nicolas Benezet, que nos auditeurs connaissent peut-être s'ils suivent un peu la Ligue 1. En même temps, par contre, vous perdez Jovinko et Victor Vasquez, qui sont vraiment, comme on le disait, dans les quatuors des mieux payés et des plus importants en fait sur les 2 dernières saisons. Est-ce que c'était le moment pour Toronto de faire un peu, tourner cette page de 2017, faire partir Jovinko et Vasquez, recruter un peu de 109? Honnêtement, je ne sais pas si c'était le moment ou pas, je ne peux pas le dire. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire encore aujourd'hui, parce qu'on n'a encore rien fait. On n'a encore plusieurs trophées à aller chercher. En tout cas, ouais. Donc, ces joueurs-là nous ont amené les trophées au club, mais sans eux, on n'a encore rien fait. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui si c'était le moment de tourner la page. Mais non, il y a encore... de toute façon, on sait tous quand on est des joueurs, on est tous des gens de passage. Donc, à un moment donné, c'était sûr que Jovinko, Vasquez ou même Tidor, encore aujourd'hui, ou moi-même, on partira bien un jour ou l'autre. Donc, mais tant que le club il reste, aujourd'hui, ils ont amené l'étoile qui est sur le maillot, c'est grâce à eux. Donc ils restent toujours parmi l'histoire du club. Donc déjà, c'est déjà une bonne chose.
Oui, et puis de toutes les recrues qu'on a citées, tu côtoies maintenant Gonzalez et Simon, vu qu'ils jouent en défense centrale avec toi. Est-ce que tu vois une vraie transformation dans la rigueur défensive? Est-ce que tu vois une différence par rapport à ce que tu as vu dans les années précédentes en regardant cette édition 2019, la brigade défensive de cette édition 2019? Oui, c'est sûr que, comme je disais, c'est vraiment ces joueurs-là qui ont amené quand même de l'expérience dans le groupe. C'est pour moi, je pense, depuis que je suis ici, les plus gros concurrents à mon poste et ça fait toujours du bien. Bah, comme ça, ça fait du bien d'avoir toujours des piqûres de rappel et ça permet aussi d'être plus performant, en tout cas personnellement. Et aujourd'hui, le fait que Omar, Laurent, Simon soient là, bah, déjà, on, on prend plus difficilement des buts et c'est toujours la bonne chose en tout cas. Et oui, juste une petite question après. Donc, vous avez 2 trophées encore là qui restent, dont la finale du championnat canadien. Qu'est-ce que tu vois un petit peu, Montréal, est-ce que tu les crains un peu? Est-ce que tu penses que vous êtes favoris? Qu'est-ce que tu penses un peu de ce match? Théoriquement, il reste 4 trophées. Ouais, parce qu'il reste le Super Shield, mais on s'entend que vous êtes quand même assez loin du Super Shield. Non, 3 trophées. Ouais, c'est 3 trophées. Exactement. Du Canada, la conférence et les MLS Cup. Non, pour revenir à la Coupe du Canada, c'est vrai que de toute façon, nous, on n'a pas le choix. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, si je veux rejouer la Ligue des Champions et pouvoir jouer encore des matchs de haut niveau, faut gagner la Coupe du Canada. J'ai pas le choix. Donc l'équipe et le club n'ont pas le choix. Donc c'est jamais facile. Les matchs contre Montréal depuis que je suis ici n'ont jamais été faciles. Parfois je me disais mais Montréal, parfois je les vois en difficulté contre certains clubs, mais contre nous je les ai jamais vus, rarement vus en difficulté. Ils sont toujours là et donc on va jouer mardi prochain contre eux là-bas et c'est un match difficile et dur, je pense, et on va le recevoir. Mais en tout cas, j'espère qu'à la fin, on va récupérer le trophée. La petite anecdote, le match, c'est effectivement mercredi prochain, le 18 septembre. Et en tant que supporter montréalais, je veux te dire, vous avez intérêt à pas gagner parce que c'est mon anniversaire, puis je serai au stade. Donc, voilà. Mais non, c'est juste une blague. En tout cas, on passe à la suite. Vas-y, Antoine. Ouais, en tout cas, niveau MLS, là, vous êtes plutôt sur une bonne dynamique. Vous avez fait un déplacement hier hyper compliqué à New York City FC. Vous êtes reparti avec un point. Il y a la victoire 5-1 à Cincinnati aussi dimanche. Donc pour l'instant, plutôt une bonne dynamique. Mais la lutte est assez âpre à l'Est avec Montréal, New England et Orlando un peu dans le mix. Quelle est l'ambition pour les playoffs? Est-ce que vous y allez est-ce que vous allez essayer de peut-être vous sauvegarder un petit peu de la forme et du physique pour après être performant en playoff, ou est-ce que vous y allez à fond jusqu'au dernier match de championnat? Non, on va à fond parce que de toute façon, après, le format des playoffs de cette saison a complètement changé. Tout se joue sur un match, donc on ne doit plus faire de calculs et c'est plus le moment de faire des calculs. Là, il faut aller à fond et sinon notre objectif en termes de classement aujourd'hui, c'est de terminer 4e, qui nous donnerait l'avantage de jouer à domicile, parce qu'on sait que sur un match, jouer à un match extra, c'est pas notre avantage. Donc là aujourd'hui, on est 4e aujourd'hui, mais on sait que c'est vraiment serré, donc on n'a pas trop de lâcher des points. Et donc dès dimanche, on va essayer de prendre les 3 points à domicile contre Colorado et essayer d'enchaîner. Mais ça va être dur, mais on y croit parce que voilà, on a une très bonne équipe et je pense qu'on peut le faire. En tout cas, déjà espérer terminer 4e. Après, les playoffs, c'est les playoffs. C'est sur un match et on va tout donner. Oui, exactement. Avec le nouveau format, effectivement, c'est sur un match. Maintenant, je vais passer un peu à ta carrière un peu internationale parce que je suis quelqu'un qui a suivi la CAN de très, très près, vu que je la couvrais avec Média Maghreb. Et en fait, ta dernière sélection avec les Léopards de la République démocratique du Congo, elle remonte à 2016. C'est quoi le problème? Est-ce que je sais qu'avec Florent Ibenge, tu as dit comme quoi vous étiez encore en discussion? En tout cas, lui-même, il a dit quand il t'a répondu sur Twitter qu'il te suivait et que tu avais été présélectionné. Est-ce que tu étais encore en discussion avec lui avant que, bien évidemment, on sait qu'il n'est plus à la tête de la sélection, mais est-ce que tu as eu des discussions téléphoniques? Tu étais en contact avec lui d'une certaine manière? Oui, j'étais plusieurs fois en contact. En fait, le format des playoffs de cette saison a complètement changé. Il y a tout se joue sur un match, donc dès dimanche, on va essayer de prendre les 3 points à domicile contre Colorado et essayer d'enchaîner. Mais
avant d'arriver à Toronto, j'avais fait 6 mois sans jouer. Donc, il m'avait dit que si je retrouvais un club et puis que j'enchaînais les matchs, bah, je retournais en sélection. Et ma première année en 2017, bah, pourtant j'ai été champion, j'ai tout gagné, j'ai enchaîné les matchs, bah, il m'a pas rappelé. Et j'avais trouvé ça bizarre, mais parce qu'il me disait à chaque fois qu'il allait me rappeler. Et même encore la saison dernière, on était en contact. En fait, le tweet que je balance sur Twitter, c'était après qu'ils me disent qu'il allait me rappeler. Au final, je ne suis pas rappelé. Donc, à un moment donné, je ne comprenais plus rien. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il me répondait. Après, il avait coupé contact avec moi. Et on se parlait plus vraiment. Et il m'a juste dit que oui, c'était des choix, d'accord, ça, bon, ça y a pas de souci. Après, le coach, il a le droit de faire ses choix. Mais qu'à chaque fois qu'ils me disent qu'il va me rappeler, qu'il ne me rappelle pas dans le groupe, je trouvais ça pas normal. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu des changements. Donc maintenant, j'espère que le changement va faire que ça va aussi changer pour moi. En tout cas, j'espère retrouver la saison. C'est ce que la saison me manque. Mais bon. Après, de toute façon, on essaie d'être performant en championnat avec l'équipe. Et si la section elle arrive, bah, on sera très content. Exactement. Et puis j'aimerais aussi, je suis sûr que, bien évidemment, je pense que tu as suivi quand même la CAN 2019 où les Léopards ont vraiment déçu en se qualifiant, mais vraiment in extremis au deuxième tour en étant éliminés par le Madagascar. Est-ce que tu penses que, par exemple, avec tu as parlé du changement avec le nouveau sélectionneur Christian Tsangui à Biembe, est-ce que tu penses, est-ce que tu es est-ce que tu es en contact avec lui? Est-ce qu'il y a déjà eu une période de contact avec lui pour dire, bon, écoute, j'existe, je suis là, je vais être appelé, je suis performant, est-ce que tu me suis ou est-ce qu'il y a quelque chose ou pas encore? Non, pas du tout. Je suis pas le genre de mec qui va aller au contact pour chercher le contact avec le nouveau sectionnaire. Aujourd'hui, voilà, il le sait, il doit le savoir que je suis congolais, que j'ai joué pour l'équipe nationale. Mais non, moi en fait, je me concentre plus sur mon club en fait. Après, je me dis toujours si je suis performant au club, ça va faire les échos jusqu'à là-bas et peut-être qu'il viendra ou peut-être qu'il verra des matchs ou à la vidéo, je sais pas comment, et il me sélectionnera. Après, j'ai la chance d'avoir connu l'adjoint qui est Christopher Wanembo, avec qui j'ai joué au Paris Saint-Germain, donc lui il me connaît un peu mieux. Mais j'ai pas, même lui, je lui ai pas envoyé un message. J'ai seulement dit que j'étais content qu'il soit dans le staff technique de la sélection, mais je lui ai pas dit que j'étais là, que me sélectionner ou pas. Moi, je veux qu'ils fassent leur travail. Moi, de toute façon, pour la sélection, je veux les choses les plus justes. C'est tout ce que je veux. Si ils décident que les joueurs de mon poste sont meilleurs que moi, plus performants que moi, bah tant mieux. Moi, je veux juste que l'équipe nationale gagne, c'est tout. Si c'est avec d'autres joueurs et que la RDC gagne la Coupe d'Afrique des Nations sans moi, bah, je serais content. Parce que voilà, ces joueurs-là, ils ont été performants. Si je dois être là, je serais aussi heureux. Mais en tout cas, moi, je veux bien de la sélection. Et moi, je me concentre de toute façon sur ma saison. Et après, on verra par la suite si je vais repartir en sélection ou pas. En tout cas, je l'espère pour toi parce que vraiment, t'as ce qu'il faut bien, tu as bien le niveau pour y être. Puis je trouve quand même, je pense qu'ils auraient bien aimé t'avoir lors de cette compétition. En tout cas, je te le souhaite très fortement par rapport à cette sélection-là. Et j'espère que d'un certain moyen, ils vont pouvoir écouter ce podcast d'une certaine façon pour améliorer tes chances et savoir que, bon, il faut quand même qu'on suive Mavinga à Toronto FC parce que tu fais vraiment une très de très bonnes performances depuis que tu es là et voilà. Ouais. Et on finit juste sur quelques petites questions, un peu questions-réponses plutôt rapides sur la culture du soccer, un petit peu le Canada et tout ça. Déjà, est-ce que tu es surpris du niveau de la ligue depuis que tu es arrivé à Toronto? Ah, moi, je suis très très surpris. C'est vraiment les gens ils ne savent pas, mais c'est vraiment en tant que défenseur, hein. Moi, je parle vraiment en tant que défenseur. C'est vraiment dur parce que les offensifs de la MLS, c'est vraiment des joueurs de très 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 haut niveau. C'est des joueurs qui peuvent jouer dans les top 10 en France, en Angleterre. Il y en a beaucoup qui peuvent jouer dans des bons clubs en Europe. Et c'est pas simple parce que voilà,
c'est des joueurs, c'est des bons attaquants, donc il y a des bonnes oppositions. Même à Montréal, quand tu joues contre Boran, Piatti, c'est des joueurs de très 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 haut niveau. Ils peuvent jouer dans les top 5 en France facilement. Et il faut les jouer, il faut défendre contre eux. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas facile. Il faut pas croire que le nouveau ML c'est le simple. Et, euh, et en plus, ça continue à augmenter parce que il y a plus de joueurs qui arrivent dans ce championnat. Et je pense que dans, dans moins de 10 ans, ça va partir du top 5 des championnats du monde. Bon, et tu as parlé un peu de Piatti, ça tombe bien parce qu'on a parlé qu'il y a cette finale du championnat canadien qui arrive bientôt. Piatti devrait être de retour et on sait qu'il a manqué le trois quarts de la saison, même plus avec Montréal cette année. Est-ce que tu sens vraiment cette réelle animosité lors de ces derbys-là? Est-ce que tu sens que c'est vraiment chaud parce que c'est quand même une grosse rivalité en MLS et est-ce que vous, en tant que joueur, vous le sentez? Ah, nous, c'est vrai qu'on le sent. En tout cas, le coach dans le discours, on nous fait des vidéos, des films et tout, de tous les matchs passés, toute la rivalité qu'il y a entre les deux clubs. Donc, parfois, on se dit, faut mieux faire peut-être une mauvaise saison, mais pas perdre contre Montréal. Pas perdre contre Montréal. En tout cas, c'est ça, c'est des matchs compliqués. En plus, quand on peut appuyer chez eux, c'est encore mieux. Là, le dernier match, on arrive, on gagne chez vous. Bah, là, Merci de retourner sors, le couteau dans la plaie. Hein? Ouais, non, mais parce que je dis ça, mais ça arrive aussi l'année 2017. En tout cas, vous nous en mettez 5 ici. Donc, Ouais, je me rappelle à très bien. Toronto. Bien sûr, je me rappelle très bien aussi. Donc non, c'est pour ça que c'est des matchs souvent, franchement, j'aurais aimé, franchement, jouer. J'ai pas eu la chance de jouer 2016, mais j'aimerais trop rencontrer Montréal dans son finale de conférence pour voir l'ambiance, parce que je sais que c'est des matchs avec une ambiance exceptionnelle et d'un niveau exceptionnel aussi, parce que c'est souvent des matchs très très serrés, c'est pas des matchs où voilà, ça part pas en 4-5-0, non, c'est des matchs vraiment, même s'il y a des buts parfois, mais ça va, voilà, ça se répond tout le temps et franchement, c'est des matchs, moi je suis impatient en tout cas de jouer la finale du Canada parce que je sais que c'est pas un match facile. À la fin du match, on sort sur avec des crampes, avec des courbatures de partout parce que faut défendre contre Piatti, contre Boran aujourd'hui, contre voilà, tous ces joueurs-là, Jackson et j'en passe. C'est des joueurs des top joueurs de la Et ligue. tu parles de Boran, Jackson, de Piatti. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont impressionné en MLS sur lesquels c'est quoi le joueur en MLS sur lequel il est plus dur de défendre? Ouais, en tout cas, cette année, j'ai pas de référence vraiment. J'en ai vu des difficiles, mais j'ai pas de vraie référence. Mais l'année dernière, en tout cas, le joueur qui m'a fait vraiment, où j'ai vraiment galéré à défendre, c'était contre Almiron qui est parti à Newcastle. Hmm. Lui, c'était vraiment une galère. Parce Et que déjà, je suis un joueur Almiron, Miguel Almiron qui était à Atlanta. Ouais. C'était le joueur en fait qui courait assez vite avec le ballon, et alors que je suis un joueur rapide, mais j'avais l'impression de ne pas pouvoir le rattraper. J'avais l'impression que c'était impossible de le rattraper alors que le mec, il avait le ballon dans les pieds. Hmm. Et vraiment, c'est le joueur. Après, sinon, on va dire que je vais donner comme annonce cette année. Cette année, le plus difficile, en tout cas, où j'ai galéré, en tout cas personnellement, c'était, je pense, Zlatan, hein, il nous a mis doublé. Hmm. Ouais, c'était difficile aussi. Et il y en a un dans ton équipe qui est, enfin en ce moment, il y en a un sur lequel il est extrêmement dur de défendre. J'imagine, enfin Pozuelo ou Altidore. Ou est-ce que ce sont pour toi des gens qui pourraient, par exemple, être plus connus en Europe, même si Altidore a eu sa chance, mais et Pozuelo il vient, mais est-ce que ce sont des gens qui ont le niveau pour l'Europe et qui sont assez durs à défendre comme à un niveau européen, quoi. Bien sûr, je pense que Pozuelo, après Altidore, Altidore, il a eu sa chance, il a pas prise, donc voilà, ça, on le sait, mais Pozuelo, en tout cas, moi je pense que ce joueur, ouais, il a un très fort potentiel et il aurait pu rester en Europe et le montrer en Europe. Après, il a fait le choix de venir en MLS. Aujourd'hui, le montrer c'est en MLS, mais je pense que c'est pareil, c'est un joueur vraiment top 10 club français, facilement.
Puis c'est drôle parce que on a parlé des joueurs qui ont été durs à défendre cette année. T'as pas encore affronté LAFC et puis tu vas avoir bien évidemment Carlos Vela à défendre. Est-ce que t'as hâte parce que faut pas oublier le 21 septembre vous vous déplacez à Los Angeles pour battre pour essayer de battre la LAFC. Puis avec Carlos Vela, est-ce que t'as hâte à cet affrontement parce que c'est quand même un gros match. En plus, c'est le match entre les deux le match aller-retour de la finale du championnat canadien. Donc, vous allez avoir une 14, à peu près 2 semaines très, très, très compliquées avec de gros enjeux, en fait. Bah, ouais, je pense que c'est des matchs à jouer et je pense que quand même malgré tout, notre équipe, on a de l'expérience, on a beaucoup d'expérience, de maturité. Ces matchs-là, on sait toujours assez bien les prendre, comme le dernier match contre New York City où voilà, New York City est premier. Quand il faut jouer, on va dire, mettre tout sur le terrain, on sait le faire. Donc, je sais qu'aujourd'hui, l'AFC, c'est la meilleure équipe de la ligue, mais je pense on va savoir leur répondre comme on l'a toujours fait. C'est comme en 2018 où Atlanta, ils étaient la meilleure équipe de la ligue et qui devaient venir nous battre sur la dernière journée de championnat pour faire le record de points et pour prendre la Super Shield. Et ben on leur met 4 ou 5-1, je sais plus. On leur met un score. Donc nous, à chaque fois où il faut des enjeux, je pense on répond tout le temps. Et en même temps, après, c'est vrai, c'est entre le match, il sera placé entre la Coupe du Canada, mais il ne faut pas oublier aussi que Montréal joue à Los Angeles Galaxy, donc on aura le même temps de trajet que nous. Donc Ouais. on aura la même fatigue. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est une bonne chose, je pense, pour la confrontation, en fait, qu'il n'y a personne qui sera avantagé. Et je trouve que c'est de loin mieux pour le côté neutralité et Voilà, pas dire, exactement. ouais, mais nous, on a eu un plus gros déplacement. Donc, j'aime beaucoup ça, en fait. Exactement, c'est ce que tout le monde se dit ici, nous, dans le vestiaire. On se dit, de toute façon, bon, après, LFC, on sait que c'est la meilleure équipe de la Ligue, mais voilà, on va prendre le même vol, le même temps de distance de vol, et comme ça, il n'y a pas d'avantage. Voilà, c'est comme ça, et de toute façon, on sera obligé de jouer les matchs à fond, et après, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, on va jouer Montréal à fond, et on va jouer aussi LFC à fond, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Rapidement, est-ce que tu as c'est quoi pour toi le meilleur stade et la meilleure ambiance en MLS que tu as vu? Parce que je crois que tu as affronté quasiment toutes les équipes, je pense. Ouais. Le meilleur stade, en fait, moi j'ai un problème contre les synthétiques. J'aime pas les synthétiques. T'es pas le seul. Ouais, j'aime pas les synthétiques, mais j'en ai deux gros, c'est vraiment Seattle et Atlanta. Vraiment des stades exceptionnels en termes d'ambiance, mais c'est deux synthétiques. Et ça, c'est ça qui me bloque. Mais en tout cas, sinon, si on parle que de l'ambiance, en termes général, ces deux stades-là, ils sont exceptionnels. Mais je pense aujourd'hui plus Atlanta. Atlanta, à un moment, c'est l'équipe, on se dit même encore, on se dit nous, playoff, on n'espère pas jouer le premier match, on va dire, de playoff là-bas. On préfère avoir un match avant pour se lancer et peut-être après les rencontrer plus tard dans la saison, mais dans les playoffs. Mais en tout cas, c'est l'équipe on préfère se préparer dans le mode playoff pour après les rencontrer. De toute façon, on est obligé de rencontrer les meilleurs. Après, il n'y a plus de raccourcis. Et après, la meilleure ambiance, quelle est la pire ambiance selon toi où tu vas et puis tu es là, ça te saoule même d'aller jouer dans un stade. Est-ce qu'il y a des stades où vraiment c'est compliqué en fait, c'est compliqué de se motiver? Exactement. C'est comme je disais tout à l'heure, moi j'aime pas le synthétique. Bah, encore c'est un stade synthétique, c'est un New England. New England, c'est le pire des stades pour moi. Franchement, c'est le stade où franchement, des fois, j'ai pas envie d'y aller jouer. Attends, pire que le Yankee Stadium? Non, mais Yankee Stadium, c'est New York. Ouais. C'est New York. C'est-à-dire ça cache. C'est l'arbre qui cache là. C'est-à-dire que, ouais. C'est vrai que Yankee, j'étais au New York City. Non, franchement, c'est l'horreur. Mais tu prends l'avion, tu vas à New York, tu traverses le Bronx, Harlem, t'es dans New York, Times Square, t'es content. Tu vois quand même le paysage, t'oublies le stade, le terrain. mais à New England, t'es à Foxborough, je sais pas où t'es dans la carte du monde. Et en plus,
leur synthétique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et après, le stade, il est trop grand. Et t'as l'impression qu'il y a 5 supporters. Tellement le stade, il est trop grand. Ouais, j'avoue que c'est très gros, c'est très grand, effectivement. Et puis, il y a très peu de personnes déjà. Même, tu as l'impression qu'il y a 5 supporters, mais même là, point de vue nombre, ils sont pas beaucoup non plus. Même si ça va un peu mieux maintenant avec New England, qui fait quand même une très, très, très bonne fin de saison. Oui, Ça va un peu mieux, mais ça reste énorme. Et tu as complètement raison. Je comprends très bien ton point. J'aimerais te parler un peu, juste en dernier, comme ça, rapidement, du fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à émerger au Canada maintenant, et notamment à Toronto, qui joue après en sélection. Est-ce que tu sens un certain engouement dans le pays pour cette génération de joueurs qui représentent l'équipe Canada? Parce qu'on sait que l'équipe nationale canadienne, il y a comme une génération un peu spéciale maintenant en cette période. Est-ce que tu penses que tu sens cet engouement-là chez des jeunes qui veulent vraiment jouer pour l'équipe nationale et bien évidemment se préparer pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer ici aux États-Unis et au Mexique? Oui, non, mais je pense que c'est une bonne chose pour tous les jeunes Canadiens, en tout cas, de pouvoir jouer dans un club comme Toronto et pouvoir se montrer. Et non, il y a de l'enthousiasme, c'est sûr. En tout cas, moi, je suis très content que là, récemment, Richie Laryea a été appelé en sélection. C'est un très, très bon joueur. Il était venu en essai chez nous en début de saison. Il était un peu, on va dire, perdu parce que voilà, t'es sans club, tu sais pas si le club va te faire signer ou pas. Et quelques mois après, le voir en sélection là, je suis fier de lui parce que je me dis c'est un joueur qui a bossé, qui a travaillé. Et parfois, quand je suis arrivé, ce qui m'avait marqué, c'est que des fois, je trouvais que les joueurs canadiens, il leur manquait un peu cette combativité de montrer, de vouloir faire les choses. Et aujourd'hui, de voir Richie ce jour-là, de voir comment il est, d'avoir bossé, travaillé dur pour arriver là, ça me fait plaisir. Et je pense que beaucoup de jeunes Canadiens devraient prendre exemple sur lui parce que c'est un mec, voilà, il a connu la difficulté et c'est comme ça qu'on réussit. Parce que voilà, souvent je vois souvent même des jeunes ici, des fois c'est compliqué. Ils jouent à Toronto. Toronto, c'est une belle ville, une grande ville, c'est un très bon club. Et des fois, ils arrivent, ils font 1, 2 matchs avec nous, ils pensent qu'ils ont réussi. Non, il faut toujours travailler, il faut continuer. Et Richie, c'est je pense, l'exemple en tout cas des jeunes générations qui vont arriver ici dans le club de Toronto. Après, je ne sais pas si à Montréal, il y a un joueur comme ça, mais en tout cas, à Toronto, je pense que les jeunes de ce club, les Canadiens surtout, doivent prendre exemple sur Richie pour peut-être envisager avoir un futur dans l'équipe nationale canadienne. Et en plus, ça va faire que le niveau va augmenter. Et je pense que cette nouvelle génération, voilà, il y a des très bons joueurs parce que les joueurs, ça, ils n'en manquent pas, c'est sûr. Moi, je les vois à l'entraînement, je vois les petits jeunes, ils sont très talentueux. Mais parfois, ils oublient un peu qu'il faut du travail. Et ça, c'est ça qui va peut-être faire que les choses vont bloquer un moment. Mais un joueur comme Richie, ça va être un exemple parce que ce joueur-là, il dit rien, il dit pas un mot, mais quand il est sur le terrain, il donne tout. Et ça, c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Exactement. Et puis, c'est vraiment drôle que tu me parles de Richie Laryea parce on vient juste de sortir notre podcast 100% canadien, CS à l'érable, où on parlait effectivement de Richie Laryea qui, selon nous, a gagné un peu sa place au poste de latéral droit dans cette équipe nationale canadienne. Il a tellement bien fait dans ces 2 matchs contre Cuba et il fait une saison extraordinaire. Faut pas oublier aussi que c'est Greg Vanney qui a fait en sorte qu'il est latéral droit parce que c'est un milieu de terrain, en fait, qui a été reconverti en tant que latéral droit. Ouais, il avait joué de temps en temps au milieu de terrain. Et il est vraiment excellent. Et est-ce que tu vois d'autres joueurs à Toronto des jeunes joueurs qu'on ne connaît pas trop et qui s'entraînent un peu avec les pros qui pourraient faire partie de cette sélection? Oui, bien sûr. Pour revenir juste une parenthèse avec Richie Laryea, c'est tellement beau ça parce qu'il faut pas oublier qu'il est en concurrence avec Euro Junior. Euro Junior, qui est aussi un très très bon joueur en latéral droit. Et moi, j'ai été surpris qu'il puisse ramener une vraie concurrence à Euro parce que Euro, pour moi, c'était le numéro 1. Mais aujourd'hui, voilà, à la balance, il l'a créé et ça montre que ce joueur, il a travaillé et je suis fier de lui. Et donc, pour revenir aussi aux joueurs canadiens, oui, il y a Liam Fraser. Liam Fraser, pour moi, je le dis toujours, c'est le prochain capitaine de Toronto ici. Peut-être
peut-être le prochain capitaine de l'équipe nationale aussi. Et je vois en lui, voilà, il peut avoir l'aura, en tout cas, d'un Michael Bradley avec les États-Unis, avec le Canada. C'est clairement ce jour-là. En tout cas, moi, j'ai mis le pied sur lui. Oui, effectivement, il fait déjà partie de la sélection. Donc, c'est vrai que oui, c'est un énorme espoir. Tu as complètement raison. Ouais. C'est un énorme espoir. Après, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué pour lui de se montrer sur le terrain chaque week-end avec Michael Bradley qui est là présent. Mais comme je lui dis, moi, tous les jours d'entraînement, t'es pas en retard. T'es pas en retard. Toi, prends l'expérience. À un moment donné, comme je le dis, aujourd'hui, je suis ici. Demain, je serai plus là parce qu'il y a un petit jeune, peut-être canadien, qui va prendre ma place. Et c'est comme ça. Michael Bradley est là aujourd'hui. Demain, il sera peut-être plus là. Donc, et peut-être que ce sera à toi de montrer d'être là et de leur dire, de notre club que Bradley est plus là, mais moi, je peux prendre la responsabilité. Et c'est comme ça. Il faut que tu gardes cette mentalité-là. Parce que faut pas se dire, oui, mais moi, je joue pas et tu boudes. Non, parce que le temps que tu boudes, il y a peut-être un autre joueur qui est plus jeune que toi et lui, il va sortir au moment où Bradley sera plus là parce que tu seras tellement frustré qu'après sur le terrain, tu vas pas être performant et après, il y a un autre joueur qui va peut-être te doubler à nouveau. Donc, faut rester calme. Mais moi, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de caractère parce que les quelques matchs où Bradley a été blessé cette saison, il a joué, il a été performant et je pense qu'il sera performant dans les années à venir. Oui, son temps viendra. Mais merci, c'est la dernière question, je crois qu'on avait pour toi. Donc, on te souhaite vraiment tout le meilleur pour cette saison MLS, pour cette Voyageurs Cup aussi. Même si Adi peut-être un peu moins que moi, mais on te souhaite vraiment une saison plein de trophées et plein de réussites, et même pour la saison prochaine. J'espère que tu réussiras bien avec Toronto, avec ce playoff. Merci encore d'être passé, c'était vraiment très sympa de t'avoir. Il n'y avait pas de souci. Moi, merci en tout cas de l'invitation. Après, je sais, j'ai pas été facile à contacter. Parce que je regarde pas trop les messages privés Twitter. Mais bon, après, en tout cas, ça me fait plaisir d'être dans votre podcast. Et voilà, de toute façon, c'est quand vous voulez. Hein. Merci beaucoup, Chris. C'était très, très intéressant. Merci encore d'avoir donné autant de temps à Culture Soccer. C'est vraiment très apprécié. Ouais, pas de souci. En tout cas, bon courage à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis si on veut, voilà, je dis juste à nos auditeurs, donc il est sur Twitter est plutôt actif, donc si vous voulez suivre un peu sa saison, ça se passe là-dessus. Et nos podcasts, on vous rappelle, sont disponibles aussi sur toutes les plateformes. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, Instagram, tout ça pour pour briser un peu les clichés sur le foot nord-américain comme on l'a fait aujourd'hui avec toi, Chris. Merci encore et à la semaine prochaine. Au revoir.